merci pour l'opportunité que vous nous donnez parce que j'étais censé venir en équipe de 4, mais les autres n'ont pas pu se déplacer. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce travail que nous présentons fait partie d'une thèse sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans au laboratoire AMP à l'ENSA La Villette. Et globalement, nous travaillons sur la pratique artisanale du réemploi dans la ville d'Njamena, au Tchad et en Afrique centrale. Pour la petite histoire, dès le départ, l'enjeu pour nous, c'était d'arriver à jeter un regard croisé sur 2 contextes, le nord et le sud, qui sont géographiquement très éloignés, mais qui, vu les enjeux du moment sur les effets des changements climatiques, permettraient de trouver des enseignements à partager entre les 2 contextes. Le réemploi de matériaux s'est prêté comme un sujet d'actualité scientifique qui nous permet, dans un contexte lointain du Tchad qui est régi par l'informel, mais qui est très opérationnel, et un contexte français qui est en cours de normalisation, mais qui a des difficultés au plan opérationnel. Donc la réflexion, elle, s'établit entre ces 2 environnements pour nous permettre de tirer des leçons et enrichir les 2 contextes. Aujourd'hui, principalement, le travail que je présente cet après-midi, c'est une partie de la thèse qui essaye de comprendre comment la pratique du réemploi permet de faire évoluer les techniques traditionnelles dans un quartier de la ville d'Njamena, et comment cette manière de faire est emblématique d'une tradition urbaine qui se trouve à cheval, je dirais, entre le monde traditionnel qui disparaît dans le contexte local et une aspiration à la modernité qui est incarnée par les matériaux industrialisés, mais qu'on n'arrive pas à saisir pour des questions d'accessibilité financière. Du coup, on se retrouve entre un entre-deux qui se crée au jour le jour et qui est très dynamique et qui produit plus de 90% de ce qui se construit dans la ville d'Njamena. Pour des besoins de cohérence, la présentation sera brève, mais elle sera articulée en 5 points. Premièrement, je vais présenter le contexte de l'étude et nous allons expliquer, déconstruire des concepts, je dirais plus, l'autoconstruction avec tout ce qui va avec, expliquer le concept de l'hybridation des matériaux que nous développons dans cette partie de la thèse et comment ces éléments participent à l'évolution de la typologie de la construction avec des pertes ou non de qualité de ce qui se fait et en définitive, quelles sont les perspectives pour la recherche. Le quartier que nous étudions a été fondé vers les années 30. Pour la petite histoire, la ville d'Njamena, la capitale du Tchad, est fondée depuis 1900. C'est une ancienne colonie française. Donc, de 1930 à 2009, c'était un noyau villageois qui s'est établi sur les berges du fleuve, sur des zones exondées. Et c'est en 2009 que ce quartier a été intégré, je dirais, administrativement dans la commune de la ville d'Njamena. Et aujourd'hui, elle fait 150 hectares pour 9000 habitants sur les projections qu'on a eu à faire. La particularité de cette zone, c'est que pendant 70 ans, elle s'est développée sur un modèle, je dirais, assez villageois avec des tissus sociaux assez renforcés. Et cette zone a été marquée par de nombreux déplacements de population, premièrement pour des raisons de conflit dans les années 70 et 2008 pour les plus récents, mais régulièrement pour des déplacements suite à des inondations récurrentes. Donc ces déplacements de population, au lieu de fragiliser l'ancrage du territoire, a au contraire renforcé cet ancrage parce que les gens sont toujours revenus. Et ils ont appris à construire avec les moyens de bord. Donc ce quartier s'avère pour nous un observatoire des pratiques alternatives de construction dans des zones d'habitabilité assez difficiles vu les contextes des effets des changements climatiques. Au plan local, quand on prend, nous, notre recherche s'inscrit dans la perspective de l'habitant parce que quand on prend les villes africaines de façon générale, l'amélioration de l'habitat, surtout pour les pauvres, a été marquée par l'intervention massive des partenaires techniques et financiers. Du coup, il y a 2 logiques d'intervention. Il y a l'État, avec une approche assez technocrate, qui réfléchit, qui produit des projets et qui essaie de les implémenter, avec une efficacité opérationnelle qui est très faible. Et de notre côté, il y a les populations qui, depuis 60 ans, arrivent à construire et à habiter, avec des moyens de bord, mais avec une efficacité opérationnelle très élevée. Et la logique d'en haut voudrait qu'on rase tout ceci pour construire du neuf, mais les enjeux économiques ne le permettent pas. Donc nous nous sommes dit, dans le cadre de nos travaux, pourquoi ne pas questionner ce qui se fait sous le point de vue des habitants et voir de la qualité relative qui pourrait être améliorée. Donc nous avons, pour cette partie de la thèse, procédé par observation de 10 parcelles, donc 95 unités de construction, dont la caractéristique principale, c'est une organisation autour d'une cour avec des constructions modulaires, cubiques, qui sont emblématiques des maisons traditionnelles qu'on trouve dans le Sahel, avec des toitures plates, qui dans notre contexte ont été remplacées pour la plupart par de la tôle.
Ce travail de recherche a été encadré par un travail en amont qui a été fait sur l'observation générale des ressources, c'est-à-dire la terre cuite, les gisements de terre cuite dans la ville d'Injamena de façon générale, et les gisements des terres de réemploi aussi dans les marchés de gros. Nous avons décidé dès le départ d'avoir une approche assez itérative pour permettre au terrain qui était très loin, qui n'était pas maîtrisé, d'enrichir la méthode du travail au fil de la thèse. Donc nous avons fait une observation assez générale dès le départ autour de la ville qui nous a permis de questionner maintenant au niveau des parcelles comment la typologie de l'habitat a évolué. Et après ce travail que nous avons présenté, nous avons fait un travail d'entretien sur les chantiers pour questionner les savoirs en train de se faire. Donc là, nous sommes dans ce résultat, c'est un résultat, je dirais, de la première partie de la thèse que je présente aujourd'hui. Et en fin de compte, je vous présenterai les perspectives que nous donnent ces résultats pour la suite des travaux que nous menons. L'occupation des ménages dans ces quartiers que nous avons constaté en majorité, c'est l'occupation mixte, c'est-à-dire c'est des cohabitations des propriétaires et des locataires. Donc l'acte de construire, au-delà de l'acte d'habiter simplement, c'est de logique économique parce qu'en construisant, les gens qui ne peuvent pas s'offrir une maison tout de suite habitent et génèrent des revenus pour les ménages. Donc la cohabitation de ces personnes dans un ménage organise d'une certaine manière la structuration de cet espace et donc les matériaux dans lesquels ils sont construits. 66% de ce que nous avons étudié, c'est des logements, donc le quartier a une vocation fortement résidentielle. Donc c'est dans cette logique-là que nous intervenons. Comprendre l'autoconstruction en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait un retour historique sur des recherches antérieures qui ont été faites, l'autoconstruction en Afrique, c'est une invention, on va dire, des partenaires techniques et financiers qui, dans les années à la sortie des indépendances, voulaient trouver des outils pour améliorer l'habitat des plus pauvres. Donc l'image qui était porteur de ce concept, c'était qu'il y avait des petites mères familiales qui construisaient déjà leur maison, et comment on pouvait accompagner ces ménages en important de la technique, donc en réduisant l'apport financier de l'État et construire des logements par des moyens qui sont par des coûts moins élevés. Mais les travaux qui ont été faits dans les années 90, notamment par Canel, a déconstruit ce concept-là. En réalité, sur le terrain, il n'y a pas de petites mains familiales. C'est des logiques de filières artisanales bien structurées qui sont payées par les familles pour pouvoir réaliser des travaux. Ces filières sont plus ou moins spécialisées et dans notre contexte, nous en avons identifié deux, la terre cuite qui est assez structurée et les matériaux de réemploi qui investissent les chantiers de construction. D'un autre côté, quand on parle d'autoconstruction, on ne va pas oublier le phénomène de l'informel. Et dans la compréhension de ces mêmes partenaires techniques, c'est des éléments qui sont marginaux, qu'il faut éradiquer, soit qu'il faut normaliser. Mais dans les faits, quand on considère l'informel comme un principe, j'aime bien cette phrase de l'ISO qui dit que tout ce qui est illégal est informel, mais tout ce qui est informel n'est pas forcément illégal. Quand il n'y a pas de disposition légale, quand il n'y a pas d'offre technique sur le terrain pour pouvoir résoudre un problème comme celui du logement, tout ce que les gens font en alternatif ne peut pas forcément être jugé du point de vue de l'informel dans le sens illégal du terme. Nous prenons ce concept comme des principes d'expérimentation sur le terrain, où les tâtonnements qui sont faits par les artisans participent à la création de ces savoir-faire situés. Donc nous avons affaire à des chantiers incrémentaux qui s'arrêtent très souvent, qui s'établissent sur un temps long. Il n'y a pas d'école de formation des artisans, donc le chantier est à la fois un laboratoire d'expérimentation, un champ de création de savoir et un champ de transmission de ce savoir par des réseaux d'apprentis qui travaillent avec ces artisans. Il y a des fortes relations sociales qui se développent autour de ces chantiers. Et tous ces éléments mis en commun permettent d'avoir des logements à bas coût, et ce secteur-là produit 87% du logement construit dans la ville d'Injamena. Et on remarque que dans ce circuit qui se met en place de façon informelle, il y a une absence totale des architectes pour des raisons simples, c'est que l'architecte il coûte plus cher et il ne peut pas s'établir dans son modèle économique de maîtrise d'œuvre sur des chantiers qui sont sur un temps très long. Du coup, on a des artisans, des ouvriers qui jouent à peu près ce rôle-là suivant la complexité de ce qu'ils trouvent sur le terrain. L'hybridation des matériaux, ce que nous avons appelé hybridation des matériaux, c'est des mécanismes de recherche d'une identité, on va dire, qui s'établissent entre le matériau traditionnel, la terre, qui disparaît, parce que dans un contexte d'inondation, la terre crue s'est retrouvée très fragile de l'observation des bâtiments qui ont été construits ces 20-30 dernières années. Et de notre côté, nous avons les matériaux modernes qui, quelque part, suivent une logique de mimétisme. Les gens essayent de copier ces nouvelles techniques, pas forcément pour apporter de la qualité, parce qu'il y a une perception, il y a une vision de la modernité qui incarne ces matériaux.
Donc la terre, comme matériau traditionnel, n'est pas resté figé. C'est un matériau qui a évolué. Et nous disons dans nos contextes que c'est un matériau de transition générationnelle et un matériau en transition. Parce qu'à l'intérieur d'une même parcelle, les maisons les plus anciennes sont en terre, mais d'une génération à une autre, cette terre évolue. On voit sa déclinaison à l'échelle d'une même parcelle. On passe de la terre crue à la terre cuite, qui est ourdée de terre, et plus tard qui est ourdée de ciment, et plus tard, plus récemment, avec des structures en béton. Donc ce matériau évolue bien dans le temps et dans l'espace. D'un autre côté, nous avons l'hybridation par le réemploi. Le réemploi s'appuie sur ce que j'appelle une logique marchande qui est établie depuis une quarantaine d'années, qui est la réponse d'une cherté des matériaux modernes. Le Tchad étant un pays enclavé, le ciment, qui est l'exemple emblématique, coûte 40% plus cher que les autres pays voisins, et le coût de la construction, c'est 30% plus cher que le Cameroun ou le Niger, qui sont des bases de réflexion. Du coup, il s'est développé ces 40 dernières années une filière qui s'associe à la filière des matériaux neufs, qui met en place un circuit de récupération et de reconditionnement de ces matériaux de réemploi et qui permet de fournir sur un marché informel de façon assez comparative des matériaux de réemploi qui viennent en complément du matériau tel qui est en perpétuelle évolution. Et cette filière est rendue efficace avec un fonctionnement qu'on va dire multiscalaire. Il y a des marchés de gros à l'échelle de la ville, d'une part, il y a des points de vente dans les quartiers et il y a des utilisations qui sont faites directement sur les chantiers. Et cela est rendu possible par un réseau de collecteurs qui investissent les chantiers et qui récupèrent tous les matériaux et qui les font circuler. Et ils appartiennent tous à une même communauté, donc c'est plus facile de récupérer et de faire circuler les matériaux. Et pour la plus petite histoire, aujourd'hui, ils utilisent tous WhatsApp pour s'échanger en temps réel les gisements et les matériaux font un minimum de circuit. Quand on a un gisement qui est identifié dans un quartier, le réflexe premier, c'est d'utiliser au point le plus proche possible. Donc avec les nouvelles technologies qui s'approprient, véritablement, ils arrivent à avoir une fluidité de circulation de ces gisements-là. Sur le plan opérationnel, comment le réemploi de matériaux retrouve l'acte de construction pour former quelque chose d'hybride? Il y a ce qu'on a appelé les dispositifs socio-techniques. Par exemple, autour du béton. Le béton qui repose sur une double perception, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, au plan local, il est présenté comme le matériau qui permet d'ériger des constructions plus robustes mécaniquement que de la terre crue. Quand on discute avec les artisans, par exemple, ils nous disent simplement, quand on pose la question, c'est que quand la terre crue est exposée à l'eau, elle s'effrite. Mais pour que le béton soit solide, il faut l'arroser. Donc pour eux, le béton est immédiatement le matériau qui permet d'ériger quelque chose de plus solide dans une zone qui est inondable. Deuxièmement, il y a la vie, je dirais la vie sociale du ciment en Afrique, très bien développée par Choplin en Afrique de l'Ouest, c'est que c'est le matériau symbole. C'est-à-dire, même si les gens n'ont pas les moyens de s'approprier, les gens essaient de se l'approcher. Donc la domestication du béton par le réemploi, c'est une mise en œuvre du béton, réemploi des armatures, de concasser des bétons à la place des gravats, et des coffrages de tôle qu'on voyait sur les images à la place du bois, et le bois au tiers représente 30% du coût de mise en œuvre du béton. Ce qui fait que ces mécanismes mobilisés au plan opérationnel viennent maintenant renforcer ce qui se construit. Aussi, dans la cour, dans l'occupation de la cour, on s'est rendu compte qu'il y a la cour qui est un vide, qui reçoit les fonctions collectives dans la maison, comme les toilettes et les cuisines. C'est un espace qui structure l'occupation des pièces à vivre dans une logique de gradation de l'intimité. Devant les pièces à vivre, il y a des dispositifs qu'on appelait par abus de langage des vérandas, qui sont des espaces tampons devant les maisons. Donc, selon l'usage de l'occupation, que ce soit des locataires ou des propriétaires, c'est des espaces éphémères par essence qui peuvent être démobilisés. Donc, c'est à ce deuxième endroit qu'on voit en appoint les éléments de réemploi. Alors, comment ces éléments ont permis l'évolution de la typologie de la construction? La construction traditionnelle dans la ville d'N'Djamena, on l'appelle le dourdou, qui est emblématique de la maison traditionnelle dans le Sahel, qui est construite en terre, en adobe, des murs à la toiture, qui est une toiture composée de fibres végétales, de bois et de terre, a disparu. Aujourd'hui, on a une variante qu'on a observée au point local, qui est conçue avec le même procédé, avec des briques de terre maintenant, mais à la différence que toutes les maisons ont pratiquement des toitures en tôle, pour des questions opérationnelles et de résistance sur une longue durée. D'un autre côté, d'un autre extrême, on a les maisons en béton, qui sont marginales, qui constituent 17% de ce qui se construit. Mais l'évolution de la typologie de l'habitat n'est pas linéaire de ces maisons en terre à des maisons en béton.
Ce qu'on comprend dans l'évolution de cette typologie, c'est qu'il y a une évolution de la Terre vers de la recherche de la solidité mécanique et une régression du béton plutôt vers une domestication qui permet de construire ce qu'on appelle la maison hybride, qui mobilise dans une structure composite de murs porteurs avec de la terre cuite, avec une utilisation parcimonieuse du béton et qui permet de construire plus de 56% de ce que nous avons étudié sur le terrain. Donc l'évolution de cette typologie de la construction, elle n'est pas linéaire, mais c'est une logique de ségrégation qui permet d'emprunter à l'architecture traditionnelle des structures, des principes constructifs à murs porteurs et quelque part du moderne, du béton armé qu'on utilise pour renforcer la structure à murs porteurs des bâtiments, des maisons qu'on appelle semi-dures. Et dans cette évolution, suivant la perspective qu'on se donne, est-ce qu'il y a une perte de qualité? La réponse est oui et non, parce que pour comprendre ce phénomène, il faut vraiment s'aligner sur les enjeux, la recherche et l'objectif qui est derrière l'acte de construire. Quand on prend la maison non dure qui est en terre, moi en tant que technicien, je sais que la terre crue, c'est le matériau adapté du Sahel, en termes de confort thermique, en termes de coût, et c'est une ressource locale. Premièrement, quand elle était construite au Tchad, on était dans un environnement où l'occupation du sol dans les zones exondées permettait le développement de cette terre crue sans risque d'inondation. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la ville, on se retrouve comme en Oualia dans des quartiers où 3 mois dans l'année, les maisons se trouvent le pied dans l'eau. Donc la terre crue n'est plus adaptée dans ce contexte. Ce qui fait que sa fragilité mécanique, quelque part, et la nécessité de son entretien au fil des années, fait qu'elle se perd au fur et à mesure. Et la mesure semi-dure, qui est le compromis entre, on va dire, le vernaculaire et le moderne, elle a une solidité mécanique qui est plus élevée. Et c'est la recherche du point de vue local et la maîtrise du savoir-faire existe encore parce qu'il y a les filières de production de briques de terre qui s'appuient sur des intrants locaux comme les sciures de bois à la place de bois de chauffe, la bouse de vache, qui, avec les dosages qui sont connus, avec les filières qui sont établies et qui sont produits à même le quartier. Donc on est dans des circuits ultra courts et qui permettent de réduire le coût et d'améliorer la solidité mécanique. Mais en quittant de la terre crue à de la terre cuite, on perd en épaisseur parce que les briques de terre crue étaient de 30 cm d'épaisseur et les briques de terre cuite sont de 15 cm d'épaisseur. Du coup, on perd immédiatement en inertie thermique pour ces constructions-là. Et la maison en dur qui est du béton, elle est la plus marginale. On sait que du point de vue de l'ingénieur qui construit, c'est ce qu'il y a de plus fiable, mais du point de vue de l'inconfort thermique, et du coup, c'est la solution la moins adoptée sur le terrain. Alors, quelle perspective pour la recherche? Nous nous sommes rendus compte dans nos travaux que l'observation du bâti existant, même s'il permet de caractériser l'évolution de la typologie de l'habitat, elle ne permet pas de questionner l'intelligence en train de se faire. Et cela n'est possible que sur les chantiers. Et un chantier informel, pour nous, c'est un jeu d'acteurs. On a les artisans, constructeurs, on a les fournisseurs de matériaux et le citadin promoteur, parce que ce n'est pas forcément le propriétaire qui construit. Et c'est de l'interaction de ces différents acteurs que se génère le savoir-faire constructif et se diffuse au travers des chantiers. Également, l'approche quantitative qui a été préconisée au départ est assez limitative parce que quand on a essayé de voir la qualité relative de ce qui se construit, les corrélations statistiques qui peuvent exister entre choix technique et pathologie ne vaut pas de causalité forcément. Parce que les pathologies qu'on observe sont moins liées aux choix techniques qu'aux conditions, au contexte de mise en œuvre de ces matériaux. Du coup, la mise en récit de ces choix techniques est beaucoup plus importante que la ségrégation statistique des données. Nous avons sur le terrain à voir des phénomènes assez complexes. Les filières sont vraiment ouvertes aux influences extérieures, que ce soit par la ressource, que ce soit par le savoir-faire, mais par leur agilité sur le terrain, ils arrivent à garantir l'équilibre entre le coût et la technique et être efficaces opérationnellement sur le terrain. Ce qui nous pousse à réfléchir à une cartographie de ces chantiers, à l'intelligence opérationnelle, qui est une forme abstraite de la chaîne de décision qui existe, mais c'est l'outil qui nous permettrait, à notre avis, de formuler des stratégies qui sont des outils beaucoup plus agiles pour intervenir sur l'existant que des programmes qui sont robustes, qui se basent sur des moyennes. Or, en termes de statistiques, la moyenne, c'était un bon élément, mais sur le terrain, c'est le seul élément qu'on ne trouve pas. Quand on dit qu'au Tchad, la moyenne de taille de ménage, c'est 5, c'est qu'on trouve une famille de 6 ou de 4, donc conçu pour une famille de 5, ça n'existe pas sur le terrain. Et en dernier lieu, c'est que pour travailler dans cette sphère, il faut réinventer le métier de l'architecte, qui ne peut plus être le maître d'œuvre, parce que dans ce cercle d'interaction, lui, il n'existe pas. Donc l'architecte doit avoir une certaine humilité pour se réinventer, peut-être dans le rôle d'un architecte conseil, qui peut travailler à rétablir une certaine communication entre les différents acteurs pour pouvoir apporter de la qualité sur le temps long, individuellement, se réapproprier l'acte de construction
et pour pouvoir améliorer la vie des gens là où ils sont. Et je pense que c'est ça vraiment l'enjeu des travaux que nous sommes en train de poursuivre ici dans le cadre de cette thèse. Merci. Merci.